Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live dans lequel je vais tâcher de répondre à vos interrogations sur le CRFPA et plus précisément sur les écrits, mais aussi sur le métier d'avocat. Je vais le lancer en même temps sur Instagram et je vais naviguer entre mes deux écrans. Et je vais attendre un petit moment avant que... Je vais attendre 2-3 minutes avant de démarrer et normalement, vous pouvez me poser vos questions dans la partie chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Normalement, il y a tout qui va là. J'ai bien fait. Et si vous avez des questions, bah, je vous invite d'ores et déjà à les poser dans la partie chat et ensuite, moi, j'y répondrai une à une. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent sur ce live. J'ai mon ordinateur en face de moi et mon téléphone ici. Donc, je vais regarder d'abord parfois mon ordi, parfois mon téléphone. Dans le cadre de ce live, je vais tâcher de vous répondre, de répondre aux interrogations que vous vous posez sur le CRFPA et notamment sur les écrits. Pourquoi que les écrits, non pas que qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est juste que je ferai un autre live sur le grand oral. Donc, je vais répondre à vos interrogations sur les écrits et également à vos interrogations sur le métier d'avocat. Donc, je vous invite à me poser vos questions dans le chat si vous êtes sur Zoom et sur Instagram si vous êtes sur Instagram. Hello, bonsoir à tous, bonsoir à tous les nouveaux arrivants. Je vais répondre à vos questions sur le CRFPA, plus précisément sur les écrits. Salut Julie. Plus précisément sur les écrits et sur le métier d'avocat. Donc, c'est parti, il faut en profiter. Je vais essayer de répondre à tout ce que à toutes les questions que vous allez me poser. Chloé, bonjour. Le lieu de passage du barreau définit-il nécessairement les bornes géographiques d'exercice du métier? Peut-on exercer dans plusieurs villes à la fois, par exemple Paris et Nice? Alors, le lieu de passage du barreau ne détermine pas ton lieu d'inscription au barreau. Tu pourras t'inscrire dans le barreau que tu souhaites en France et pour autant, tu peux passer le CRFPA où tu veux. Alors, est-il possible d'exercer dans plusieurs villes? Oui, et dans ce cas, tu seras inscrit, tu auras un bureau secondaire et tu feras l'objet d'une inscription dans les deux barreaux. C'est tout à fait possible. Et pour s'inscrire au barreau, il faut payer une première fois. Et si tu veux t'inscrire dans un deuxième barreau pour ouvrir un bureau secondaire, tu devras payer une seconde fois. J'essaie de suivre vos questions. Yann, bonjour. Selon vous, si l'on veut passer le CRFPA l'année prochaine, est-ce bien de débuter maintenant à se préparer comme si on allait le passer cette année et instaurer un programme de révision pour ne pas oublier ce qu'on a appris jusqu'au jour de notre examen? Très bonne question. Je ne ferai pas comme ça pour préparer le CRFPA. Si tu as plus d'un an du coup pour le préparer, j'intégrerai dans ma préparation des périodes de stage qui vont rendre, comment dire, ta pratique du droit complètement différente et qui vont pouvoir te faire voir les choses différemment. Ça va te permettre de prendre de l'expérience, du recul et te mettre à la place des clients que tu auras fréquentés puisque
tu auras également réalisé de vraies consultations juridiques et c'est ce qu'on attend de toi dans le cas du CRFPA et tout ça, tu auras beau te préparer pendant un an, 18 mois. Tout ça, c'est des choses que tu vas pas apprendre dans des livres. Il y a des choses qu'on apprend sur le terrain et qui permettent vraiment d'avoir des très bonne note au CRFPA. Donc, je te conseillerais, là, si tu as le temps, de faire des périodes de stage et de ne surtout pas réviser intensément dès maintenant, puisque le CRFPA, la préparation, elle est longue et il faut être en forme pour réviser, pour se préparer, mais il faut également être en forme pour passer les écrits. Donc pour moi, ta préparation, elle va aller crescendo en termes d'intensité, sauf si tu te prépares pendant 2 mois. Voilà comment je vois plutôt les choses. Bonjour, est-ce que c'est déjà trop tard pour commencer à réviser, sachant qu'aujourd'hui, on est, je ne sais pas du tout combien on doit être le 15 ou le 16 avril. Euh, Il reste donc mai, juin, juillet, août, 4 mois et demi pour réviser le CRFPA, ce qui est vraiment large parce que, en soi, quand on regarde le droit des obligations, c'est pas quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose, on est tous passés par le droit des obligations. Donc, c'est des révisions, je mets des gros guillemets. Et normalement, la procédure, vous en avez fait aussi. Il y a que la note de synthèse que vous découvrez. Et vos spécialités, c'est pas que vous découvrez, mais c'est que c'est vraiment un gros morceau. Mais en tout cas, pour commencer à réviser le CRFPA, réviser le CRFPA en 4 mois et demi, c'est vraiment, c'est large. On est bien. J'essaye de suivre vos questions. Est-ce vraiment difficile d'avoir la moyenne aux écrits? Pourcentage de réussite aux écrits, je dirais environ 30%. L'année dernière, 37%. Qui était un taux de réussite quand même vraiment, pour le coup, non, c'était pas 37%, c'est moi dans ma prépa. Les filles, j'ai eu 37% de réussite, mais il était aux alentours entre 30 et 34% l'année dernière à l'écrit. Normalement, c'est aux alentours de 30% et ensuite 25% de réussite à l'oral, sachant que tu as plus de chances statistiquement de l'avoir du deuxième coup que du premier coup. Mais pour autant, c'est pas du tout impossible de l'avoir du premier coup, loin de là. Et en gros, pour moi, ton CRFPA, il se joue sur la note de synthèse parce que c'est COEF-toi 3 et sur le droit des obligations parce que c'est l'épreuve la plus difficile, la plus technique et où les élèves ont 6 de moyenne malheureusement et donc ça te flingue. On m'a fortement déconseillé de passer le CRFPA et d'être avocate à Paris car il y a trop d'avocats à Paris. Vous êtes d'accord? Alors, si tu veux, je vais avoir la même réponse si tu m'avais posé la question, est-ce qu'il y a trop d'avocats pénalistes? Est-ce qu'il y a trop d'avocats travaillistes? Est-ce qu'il y a trop d'avocats à Paris? En gros, si tu es mauvais dans ce que tu fais, tu n'auras pas de clients. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu auras des clients, peu importe l'endroit où tu te trouves. Après, ça sera plus dur à Paris que, je sais pas, dans la Creuse, tu vois. Je sais pas combien il y a d'avocats dans la Creuse, mais je sais que ça sonne, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va être beaucoup plus facile, mais pour autant, ça va pas être impossible d'être avocat à Paris. En revanche, tout va se jouer sur ta com et sur la façon dont tu vas marketer ton cabinet, au-delà de tes compétences en tant qu'avocat, bien sûr. Mais la différence, elle va surtout se jouer sur la com. Bonjour, bonne question d'Elia. Peut-on passer le CRFPA dans un IEJ et rentrer dans l'école du ressort d'une autre IEJ? Normalement, oui. Il me semble que oui, mais pour ça, il faut demander au préalable l'accord auprès de l'école que tu souhaites intégrer. Ça, je suis pas sûre à 100%, mais je dirais que oui. Toujours est-il que faut toujours, quand vous avez des questions comme ça d'ordre administratif et qui concernent l'école des avocats, les CRFPA, je vous conseille de les appeler et de toujours doubler votre appel par un email. Je fais suite à notre appel de ce jour. Pouvez-vous me confirmer que moi, c'est ce que j'avais fait parce que j'avais reporté d'un an mon entrée à l'école des avocats et je leur avais posé la question, je les avais appelés et je leur avais posé la question aussi par mail.
Alors, j'essaye de trouver de nouvelles questions. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas fait de procédure civile. C'était en option dans ma fac à Bordeaux. Est-ce que je dois reprendre un cours de L2? Oui, déjà, je te conseille de... Le programme est le même. Après, pour le CRFPA, c'est pas que le programme est plus poussé. En théorie, il est plus poussé parce qu'il y a des procédures civiles d'exécution. Sauf qu'à la fac, les procédures civiles d'exécution, c'est une matière à part entière en plus de la procédure civile. Et en théorie, si vous regardez les euh, sujet des épreuves des 5 dernières années de procédure civile, il n'y a jamais eu de procédure civile d'exécution. Et d'ailleurs, il y a des thèmes qui reviennent absolument souvent. Et il y a des thèmes qui ne sont pas passés et qui ne sont pas revenus depuis longtemps. Et je pense que ça va bientôt tomber. Donc oui, je te conseille de reprendre les bases tranquillement. Et un cours de L2, normalement, ça fait l'affaire. Sachant que faut que ce soit un cours de L2 d'aujourd'hui ou de l'année dernière, parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour en procédure civile. Bonjour, si on passe le CRFPA en fin de Master 1, est-ce que cela est compatible avec un Master 2 en alternance? Alors, pour répondre à cette question que je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais je pense avoir compris, désormais, enfin, c'est toujours le cas, pour pouvoir passer le CRFPA, vous devez avoir un Master 1. En revanche, le CRFPA, c'est l'examen d'entrée. En revanche, pour l'examen de sortie à l'école, qui est le CAPA, vous devez avoir un Master 2. Et ça sera le cas à partir du 1er janvier 2025. C'est déjà le cas en pratique dans les écoles d'avocats. En lieu et place du PPI, il y a des écoles qui proposent de faire des masters, un M2, en alternance ou pas, ça je ne sais pas, mais il y a des écoles qui te proposent de faire un M2 à la place de ton stage PPI. Et bientôt, elles, visiblement, elles n'auront plus le choix, puisque tu pourras passer le CRFPA avec un M1, mais que tu auras l'obligation de sortir de l'école des avocats avec un M2. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous adore, vous êtes des amours. J'essaye de suivre, je cherche vos questions. Bonne question. Un avocat est forcément bien payé après quelques années de profession où certains avocats restent à 2K toute leur carrière. Il y a de tout. Il y a absolument de tout pour faire un monde. Si tu veux, si tu restes à 2K toute ta carrière, bah, c'est parce que tu n'as pas de compétences en business et que tu n'as pas cherché à les développer. Mais si tu veux, apprendre à gérer un cabinet, ça s'apprend. Et ta REM, elle va vraiment dépendre de ta rentabilité, c'est-à-dire du temps que tu vas passer à traiter des dossiers et de la façon dont tu vas facturer et du volume de dossiers que tu as. Donc, ça va être en partie grâce à ta com. Il y a absolument de tout. Il y a des avocats qui vont gagner 2 000 € par mois et il y en a qui vont gagner 3, 4, 5, 6, 7 fois plus. Après, ce n'est pas vrai que tous les avocats gagnent le SMIC et la première année, on ne gagne pas beaucoup d'argent. La première année, on ne gagne pas beaucoup d'argent. En revanche, dès la deuxième année, tu peux gagner beaucoup plus d'argent et dès la troisième, encore plus. Ça, c'est une réalité. Quand tu commences à comprendre le fonctionnement d'un cabinet d'avocats. Bonsoir, à quel rythme conseillez-vous de s'entraîner avant de commencer la prépa estivale? Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît, Wissal? Je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Bonjour, est-ce que l'oral d'anglais est vraiment dur? Est-ce que vous conseillez forcément d'améliorer son anglais si on n'a pas un très bon niveau? Oui, parce que c'est une source de stress pour vous. En plus du grand oral, vous êtes stressé par l'oral d'anglais. Et si vous êtes ric-rac à l'écrit et au grand O et que vous avez 8 en anglais parce que vous n'avez pas aligné de mots en anglais, ça peut être terrible. Et aussi, sachez-le, vous avez, une fois qu'on a le CRF, déjà, une fois qu'on a un master 2 en droit, on est quand même très diplômé et on a des diplômes qui ont quand même de la valeur. Une fois que vous avez le CRFPA et surtout ensuite le CAPA, c'est un diplôme qui a énormément de valeur dans le monde entier. C'est des examens pour devenir avocat qui est le plus dur au monde. Donc vous avez le CAPA, c'est super, c'est génial. Donc vous allez pouvoir aller taper dans des grosses boîtes. euh, Enfin, vous allez pouvoir taper des belles carrières. Et si vous voulez taper dans des grosses boîtes, vous avez de l'ambition
et que vous ne parlez pas anglais, eh ben vous allez avoir beaucoup de portes qui vont se fermer juste parce que vous ne parlez pas anglais, alors même que vous êtes brillant. Donc, je vous conseille fortement d'apprendre à parler anglais, sachant que pour parler anglais, vous avez besoin de rien, si ce n'est Netflix, Amazon Prime, Disney+, et quoi d'autre? Apple TV, voilà. Et à partir d'aujourd'hui, vous regardez absolument tout en anglais sous-titré français. Vous savez lire le français. Donc, vous regardez tout en anglais sous-titré français. Parce que vous ne pouvez pas vous être stressé par rapport à l'anglais. L'anglais ouvre des portes et l'anglais ferme des portes. Si on valide les écrits, les oraux débutent combien de temps après? Les oraux, alors les écrits ont lieu la première semaine de septembre et les oraux commencent fin novembre. Ça dépend des IEJ. Pour les écrits, les dates des épreuves sont les mêmes pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas pour les oraux, qui dépendent de chacun des IEJ. Donc ça peut commencer fin novembre jusqu'à fin novembre. Mi-novembre, peut-être. Ça dépend des IEG. Je dirais mi-novembre jusqu'à la première de décembre, étalé comme ça. Sauf que tu sais pas quand est-ce que tu passes. Ou alors, il y a des IEG qui vont passer tout le monde le même jour. C'est le cas à Grenoble, tout le monde le passe un samedi matin. Au fait, ce live, il va être enregistré. Il sera disponible sur ma chaîne YouTube, je vous le dis. MDR, moi qui sors de mon partiel de procédure civile d'exécution horrible. Désolée pour toi. Alors, comment se déroule la première année? Peut-on réaliser nos stages dans une autre ville? Quand tu débutes, je suppose que tu pars de la première année à l'école des avocats, donc c'est 18 mois de formation, 6 mois d'école, 6 mois de stage en entreprise et on termine par 6 mois de stage en cabinet d'avocat. Et dans le cadre de tes 6 mois d'école, on a 2 mois de stage, c'est un stage d'intégration, donc c'est par ça que tu vas commencer. Et tu peux les réaliser absolument dans la ville que tu souhaites. Alors là, ça c'est vraiment comme tu veux. Si tu as trouvé un stage intéressant dans une autre ville, franchement, fonce. Conseilles-tu de passer le CRFPA, un M1 ou un M2? Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est pas que j'ai pas d'avis sur la question. C'est que la réponse, elle dépend de trop de facteurs. Ça dépend de tes disponibilités. Ça dépend du fait de savoir si tu travailles, si tu as un job étudiant ou pas, si tu en as marre ou pas. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. J'ai fait une vidéo YouTube dans laquelle j'essaye d'y répondre. Je t'invite à aller te balader sur ma chaîne. Tu pourras peut-être trouver des réponses. Euh, je n'avais pas du tout prévu de passer ce RFPA. Je me suis inscrite en IEJ au cas où, c'est bien. Mais maintenant, j'hésite. C'est trop tard pour commencer à s'y mettre. Pas du tout. C'est pas trop tard. Là, il reste 4 mois et demi. C'est pas trop tard pour s'y mettre. On est même pas mal. Après, si tu travailles à 35 heures par semaine et que tu as 2 enfants en bas âge, ma réponse sera différente. C'est pas que ce sera trop tard, mais c'est qu'il faudra peut-être s'organiser différemment, en tout cas avoir une organisation militaire. L'année dernière, le sujet de procédure civile était très facile. Penses-tu qu'il va être très dur cette année pour compenser? Alors, le sujet de procédure civile l'année dernière, je l'ai corrigé, j'ai effectué sa correction il y a 2 jours, donc il est parfaitement frais dans ma tête. Il n'était pas très facile. C'est vrai qu'il était un peu plus facile que les autres années. Est-ce qu'il va être plus dur cette année pour compenser? Peut-être pas pour compenser, mais en tout cas, je pense qu'il va être un petit peu plus dur parce qu'il y avait une moyenne, je crois que la moyenne c'était 13,5, un truc comme ça, ce qui est une moyenne vraiment élevée pour le coup. Euh, je suis en train de faire les majeures en procédure civile là, c'est pas mal ce que je suis en train de faire. Très, très fière de ça. Ton CRFPA, tu le passes à côté seul en même temps que ton master ou tu as des cours comme à la fac? En gros, ça dépend. Pour te préparer au CRFPA, tu peux. Pour passer le CRFPA, tu es obligé de t'inscrire dans un IEJ parce que c'est les IEJ qui organisent l'examen. Donc, tu es obligé de t'inscrire dans un IEJ, tu payes l'IEJ parce qu'ils t'inscrivent à l'examen. Tu peux également, il y a des IEJ qui proposent des préparations. Chaque IEJ va proposer des choses différentes à des tarifs différents. Et tu peux également te préparer à l'aide de prépa, pareil, qui vont te proposer des choses différentes sur des délais différents à des tarifs totalement différents. Et
Il y a des IEJ qui vont te dispenser des cours, d'autres non. Il y a des IEJ qui vont te faire des mises à jour de cours, d'autres non. Et il y a des prépas qui vont te dispenser des vrais cours en classe ou en vidéo, d'autres non. Il y a des prépas qui vont t'adresser seulement des fascicules de cours, d'autres non, etc. J'essaie de suivre vos questions. En plus, j'ai pas mes lunettes, c'est terrible là pour moi. Euh, je ne sais pas par quoi commencer les révisions. J'ai l'impression que c'est un désordre. Tu commences par réviser le droit des obligations et de la note de synthèse. Pourquoi? Parce que le droit des obligations, c'est l'épreuve la plus technique, alors même que ce n'est pas le programme le plus dense. Le programme le plus dense, c'est celui de spécialité. Mais je te conseille de commencer par le droit des obligations. Par pitié, ne te lance pas ne commence pas avec un cours ou avec un fascicule de 500 pages enfin, ou avec un gros ouvrage parce que tu vas commencer par mettre la dernière couche et en gros, tu vas commencer par la fin. Donc, on commence par un petit livre gentil ou bien par des fiches qui contiennent les bases. Et une fois que les bases seront acquises, là, tu peux commencer par utiliser un plus gros ouvrage ou un fascicule. Et pourquoi la note de synthèse d'abord? Bah, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Et une fois que que tu maîtrises la note de synthèse, bah, c'est 5 heures que tu pourras consacrer au droit des obligations ou à ta spé ou à la procédure, en tout cas quelque chose que tu maîtrises moins. Après avoir le CRFPA, je veux faire une petite pause avant d'aller à l'école des avocats. Tu peux. Moi, j'avais reporté d'un an. Il faut demander l'autorisation à l'école. Autre question, est-ce que je peux réviser avec des livres uniquement ou ce n'est pas suffisant? Moi, c'était mon cas, j'avais même pas révisé avec des livres. Pire, j'avais révisé avec mes cours parce que j'avais passé le CRFPA sans prépa et j'avais utilisé mes cours et à l'IEJ, on avait des mises à jour et donc j'avais mis à jour mes cours avec les cours de l'IEJ et ça avait été suffisant puisque j'ai obtenu le CRFPA du premier coup et sans prépa avec mes cours mis à jour. Il me semble que tu proposes de corriger des notes de synthèse. Est-ce que tu nous envoies le sujet également? Peux-tu me rappeler le tarif? Je vous propose des corrections en notes de synthèse, des corrections personnalisées avec le barème officiel de l'examen. Je vous suggère d'utiliser les sujets de 2007 à 2023 pour la note de synthèse parce que c'est à partir de 2017 que les sujets sont devenus uniformes pour toute la France. Et mon tarif pour les trois corrections personnalisées, c'est de 39 € et j'envoie la correction, pas la correction, mon corrigé avec mes annotations dans les 72 heures de réception de ta copie que tu dois faire à la main en condition d'examen. Euh, Désolée quand je fais. Est-ce que c'est vrai que les profs des... Ah, je sais pas. Bonne question. Est-ce que c'est vrai que les profs de nos IEJ qui nous corrigent au CRFPA ou c'est universel pour tout le monde? Ça peut pas être universel pour tout le monde, c'est forcément les profs des IEJ qui corrigent. Parce qu'on peut pas avoir un prof qui corrige les copies des 10 000 étudiants qui le passent en France. Mais vu que c'est anonyme, ben c'est bon. Comment organisais-tu ta journée pendant les révisions au CRFPA? Je révisais moi le matin et l'après-midi et le soir j'allais bosser à McDo. Le matin, je commençais par quelque chose que j'aimais pas ou quelque chose de difficile parce que c'est là où j'avais le plus d'énergie. Et donc ça, c'est à vous de voir. Et en général, je révisais, j'alternais toutes les 1h30, soit je changeais de matière, soit je changeais de partie parce que ça me saoulait. J'ai une capacité de concentration. Ma capacité de concentration, c'est celle-là, c'est 1h30. Donc je faisais comme ça, matin, après-midi, et je m'étais entraînée sur les annales quand j'avais bien mangé mes fiches. J'ai choisi droit pénal pour la spécialité, mais je me rends compte que je voudrais plutôt exercer en droit admin. Est-ce pénalisant pour mon stage? Un conseil? Va falloir le motiver dans ta lettre de motivation quand tu vas chercher un stage. Et va falloir faire une formation, je pense. Pas une formation, mais en tout cas démontrer que tu es que tu à jour en droit admin et expliquer bah, pourquoi tu as changé d'avis, sachant qu'on a tout à fait le droit
de changer d'avis euh, par ici. Comment on fait quand les IEJ ne servent à rien? Pas de sujet, les cours sont trop constellés. Ah, donc pour les cours, il y a les ouvrages d'Henrix. Euh, je ne l'ai pas là à côté de moi. La collection CRFPA. Pour t'entraîner, c'est le droit, non, le droit des obligations en cas pratique, la procédure civile en cas pratique, etc. Avec ces ouvrages, tu vas pouvoir t'entraîner parce que tu as des sujets. Et si ça ne te convient pas, en gros, si les cours de l'IEJ, si les cours de l'IEJ ou de la prépa ne te conviennent pas, parce que c'est en gros IEJ et prépa, ne font rien de personnalisé, ils envoient la même chose à tout le monde, et ben, tu mets de côté ce qui ne te convient pas et tu vas à la Fnac ou dans n'importe quelle librairie et tu vas feuilleter des ouvrages et tu choisis ceux qui te correspondent. En revanche, les ouvrages que tu choisis ne doivent pas faire doublon avec les fascicules que tu as parce que sinon tu vas lire deux fois la même chose différemment et ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Comment organiser ces révisions? Je n'y arrive pas, ça me bloque. Alors là, c'est quand même assez général comme question. Moi, je vous conseille d'abord de fixer dans votre agenda un nombre d'entraînements pour chacune des épreuves. Euh, et une fois que vous avez fixé votre nombre d'entraînements, bah, ce qui vous reste, vous allez réviser et vous commencez par réviser des fiches. Et une fois que les bases sont apprises, et ben vous enchaînez avec des fascicules, étant précisé que pour moi, l'été doit être réservé, doit être une période non pas intense de révision, mais plus intense d'entraînement. Si vous voulez, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais j'en profite pour vous le dire. Je propose des coachings uniquement organisation d'une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, on se cale et moi, je vous propose une orga en fonction de vos disponibilités et de vos difficultés pour chacune des épreuves. Vous avez tout sur mon site internet lealo.fr, je vous laisse aller voir. Bonne question. En travaillant 35 heures par semaine, quel planning conseillerais-tu pour t'organiser avec le CRFPA? Alors, ne passe pas toutes tes journées. Enfin, il faut que tu te laisses une journée off parce que le CRFPA, tu as besoin de toute ta tête et toute ton énergie pour le passer et de toute ta motivation. Après, le problème là, c'est que je ne peux pas utilement répondre à ta question sans savoir dans quel domaine tu travailles parce que si tu travailles dans un domaine du droit et en fonction de quel domaine du droit dans lequel tu travailles, bah, ça peut te faire sauter des révisions pour l'épreuve qui correspond parce qu'on apprend énormément de choses en pratique, bien plus qu'à l'école. Bonjour, est-ce que 3 mois sans prépa pour passer sa RFPA, ça suffit, tu penses? Oui, ça suffit total. Franchement, large. Ça suffit large. Moi, je m'étais préparée pendant 4 mois sans prépa et j'avais trouvé ça très long. Euh, et je faisais ça, je me préparais tous les jours. Et le soir, j'allais à McDo, donc je passais même pas mes soirées quoi, sur le CRFPA, mais j'avais trouvé ça vraiment particulièrement long. On peut reporter de combien d'années notre entrée à l'école des avocats SVP? Aucune idée, au moins une. Après, pour la deuxième, je ne sais pas. Renseigne-toi directement auprès de l'école. Désolée, parce qu'il y a beaucoup de questions d'étudiants. Ils me posent des questions sur leur partiel, mais c'est pas l'objet de ce live. Comment ça se passe pour mettre le M2 en PPI? Est-ce vraiment faisable? Ben, c'est pas que c'est vraiment faisable, c'est que bientôt toutes les écoles d'avocats n'auront pas le choix, puisque pour passer le CAPA, il nous faut un M2 et pour passer le CRFPA, on a un M1. Donc pour ça, il faut vous contacter l'école que vous souhaitez intégrer, vous leur demandez bah, comment ça s'articule le PPI avec un M2. La Pouline est fière de toi, merci ma Pouline, gros bisous, il y a mes potes dans le live, je dois les saouler. J'essaye de suivre. J'ai l'impression que j'ai les mêmes questions en boucle. Ah, bonne question ça. SVP, est-ce qu'il faut ficher les fascicules de la prépa ou apprendre sur le tas? Honnêtement, les fascicules de la prépa sont beaucoup trop longs. Euh, le problème, c'est que si tu fiches, est-ce que toi, tu apprends en fichant et combien de temps ça va te prendre de ficher?
parce que pour le 30 juin, il faut que tu sois prête. Ça veut dire qu'il faut que tu aies fiché tes cours et que tes cours, enfin, et que tes fiches soient sues. Quand je dis que tu dois apprendre tes fiches, le dis par cœur, hein, c'est par cœur, par cœur, par cœur sur le bout des doigts. Ça veut dire que tu dois être en mesure de les réciter telle une poésie pour pouvoir ensuite t'entraîner pendant la période d'été. Donc, est-ce que ça, tu as le timing, enfin, est-ce que tu as le bon timing pour faire ça? Après, ficher ou pas, apprendre avec des fiches ou pas, ça, c'est totalement personnel. Euh, Ça dépend du temps que tu as à consacrer à ta préparation au CRFPA, si tu es visuel ou pas, si tu préfères tes fiches à toi ou si tu acceptes d'en acheter. Enfin, il y a plein de façons de faire. Comment faire pour choisir son IEJ? Moi, je l'avais choisi parce qu'il était proche de chez moi et parce que j'avais pas envie de payer pour déménager ou de payer pour passer les épreuves du CRFPA. C'était une question financière. Euh, il y a beaucoup d'élèves qui choisissent l'IEJ en fonction de son taux de réussite, mais moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que tu commences déjà à avoir peur de tes compétences et à te dire, bon, bah, je vais aller dans l'IEJ qui a le meilleur taux de réussite, alors que d'une année sur l'autre, bah, les taux de réussite peuvent varier du simple au double. Quand on obtient le CAPA, on doit directement travailler ou on est libre de choisir. C'est-à-dire, est-ce que tu es libre de travailler, tu veux dire, pour toi, pour quelqu'un, parce que tu es libre de faire absolument ce que tu veux. Quand tu obtiens le CAPA, tu peux soit travailler en tant que salarié. Bon, ça, j'ai commencé par le truc le moins plausible. Tu peux travailler en tant que juriste, en tant que salarié avec ton CAPA. Tu peux t'installer à ton compte. Tu peux travailler en tant que collaborateur. Tu peux partir voyager pendant quelques mois parce que c'est maintenant ou jamais, parce qu'une fois que tu seras avocat, tu pourras plus voyager. Bon, après, moi, j'ai voyagé, mais parce que j'ai arrêté d'être avocat après 7 ans d'exercice. Quand sortira votre livre sur la profession d'avocat? En septembre, mais j'ai fini d'écrire depuis longtemps, depuis le mois d'août l'année dernière. Penses-tu que le métier d'avocat à l'avenir va être remplacé par l'intelligence artificielle? Excellente question. Si vous voulez, le droit, c'est tellement technique, c'est tellement compliqué. Pour le moment, les intelligences artificielles ne sont pas capables de remplacer un humain puisqu'ils n'ont aucune sensibilité, ils n'ont pas d'émotion. Et donc, tous ceux qui vont se fonder sur de l'intelligence artificielle ou sur des sites comme Legal Place, etc., ce genre de choses ce genre d'outils qui ne prennent pas en compte ta situation, la situation personnelle des gens, moi, je pense que ça va engendrer encore plus de procédures et donc encore plus de pognon pour les avocats. Donc, c'est génial. Avocat spécialisé en IMO, bah génial. Enfin, pourquoi? Parce que moi, j'adore le droit des contrats. Et dans le droit des contrats spéciaux, on retrouve le droit immobilier. C'est totalement fascinant. Moi, j'ai adoré. Si tu kiffes le droit civil, tu vas kiffer le droit IMO. Et en plus, c'est rentable. Il vaut mieux commencer par lire, puis ficher, puis s'entraîner. Alors, oui, ça, c'est l'ordre que je préconise. Parce que si tu commences par ficher, eh ben, tu vas trop avoir, comment dire, tu vas être trop gourmand et tout va te paraître important parce que ce sera ta première lecture. Et lors de la première lecture, tu ne peux pas te rendre compte ce qui est important ou pas. Et en plus, si tu t'es pas trop entraîné, tu ne peux pas te rendre compte ce qui est important ou pas parce que ce qui est important, c'est ce qui va te permettre de résoudre les cas pratiques et les consultations juridiques. Après le CRFPA, que faut-il payer? Si pas de moyens, comment faire? Étudiant boursier et à la fac, pas trop, à la fac sans trop de moyens. Après CRFPA, alors j'ai fait une vidéo, elle n'est pas trop loin dans mon Insta ou dans mon TikTok, euh, sur combien ça coûte de devenir avocat. Tu auras la réponse à ta question. Si pas de moyens, comment faire? C'était mon cas. Tu vas emprunter de l'argent et je te conseille d'emprunter, je dirais 15 000 euros. Je crois que je suis à jour des questions sur Instagram, ça c'est cool. Bonne question ça. Le CRFPA français est-il reconnu dans le monde? Est-il possible de l'utiliser pour travailler à l'étranger, par exemple? Pas pour les euh, pays qui appliquent la common law.
parce que nous, en France, on pratique, nous, on applique le droit aïe, légal en gros. Notre droit est issu de textes légaux, je vais y arriver. Et dans les pays de la common law, le droit est issu de la jurisprudence. Donc complètement différent. On va dire que c'est moitié-moitié, c'est kiff-kiff dans le monde. Selon vous, alors, est-ce qu'il est plus aisé pour un avocat pénaliste d'être à son propre compte après sa prestation de serment par rapport à l'avocat en droit des affaires? Ça va être plus facile de trouver des clients en droit pénal, il y a plus de demandes qu'en droit des affaires. Ça doit répondre en partie à ta question. Je ne suis pas sûre de vouloir être avocate pour le moment, mais j'hésite à passer ça à FPA. Ce n'est peut-être pas logique, non, j'ai peur de perdre mon temps. Alors, c'est pas que c'est pas logique, mais c'est que effectivement, la motivation pour faire les choses vient du sens qu'on leur donne et faire quelque chose qu'on hésite, enfin, vouloir passer un examen pour exercer un métier qu'on hésite à pratiquer, euh, va y avoir une dualité en toi qui va peut-être t'empêcher de réviser et d'y arriver. Donc, il faut vraiment t'interroger là. Il est vrai, c'est plus difficile pour les personnes de nationalité étrangère qui ont plus de mal à trouver un stage. Ah bah oui, ah bah oui. Moi je dis des vérités, hein. Je vais pas dire ah mais non, liberté, égalité, fraternité. Non, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les personnes de couleur ont plus de mal à trouver des stages et du boulot en France. C'est une réalité. Je vous apprends rien. Malheureusement. Après, c'est pas impossible. C'est pas ce que je dis. À quel moment on fait sa spécialisation en tant qu'avocat? Ça, c'est une bonne question. Je vais t'expliquer moi comment ça s'est passé. J'ai un master en droit des affaires. J'ai pas trouvé de stage malheureusement en droit des affaires à Grenoble. J'ai donc fait un stage, je parle du stage à l'école des avocats. J'ai donc réalisé un stage dans un cabinet d'avocats qui faisait du droit du travail et du droit civil. Ça m'allait bien parce que j'adorais le droit du travail à la fac et en pratique, il s'avère que j'ai détesté, mais que j'ai adoré le droit civil. Et donc, c'est en stage que j'ai découvert le droit civil en pratique. Et je me suis dit que c'était génial. Et j'ai découvert, en plus du droit civil, enfin, surtout plus précisément, ce que le droit civil englobait. Et je me suis donc orientée vers le droit des assurances, le droit immobilier, le contentieux automobile, le droit de la construction. Et tout ça, c'est des choses que j'ai vues en pratique et c'est des choses on ne sait même pas que ça existe quand on est à la fac. Donc, quand tu es jeune, tu peux pas encore vraiment choisir précisément tes domaines d'intervention. Ça va venir sur le tas et au fil de tes expériences. Un avocat travaille beaucoup, mais peut-il se consacrer un peu de temps de repos en tant... attends. En plus, la question, elle me fait rire parce que c'est tellement mignon. Un avocat travaille beaucoup, mais peut-il se consacrer un peu de repos de temps en temps, comme prendre des vacances où ce n'est pas possible? Désolée, je rigole, mais parce que vous avez une idée du métier qui est complètement folle et qui n'est pas, est quand même aux antipodes de ce que moi j'ai vécu. Donc oui, quand tu es avocat, tu peux prendre des vacances. Tu es indépendant, tu as ton compte, tu peux faire ce que tu veux comme tu veux. Si après, c'est des choses qui s'anticipent. Et après, ils vont me dire, ouais, mais quand tu es collaborateur, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais tu peux pas faire ce que tu veux parce que tu n'as pas envie de faire ce que tu veux. Mais en théorie, tu peux faire ce que tu veux. Ça s'organise. C'est de la gestion de cabinet. C'est du business. Avocat droit de la famille, beaucoup de débouchés, bah, beaucoup de demandes, beaucoup de demandes en droit de la famille, surtout depuis qu'il existe, je crois que c'est depuis 2017, la procédure de divorce par consentement mutuel. Donc désormais, pour divorcer, il n'est plus nécessaire de passer devant un juge. Passer devant un juge, il faut savoir que pour obtenir une première date d'audience pour un divorce, ça prend en général bien 8 mois facile. Et désormais, pour divorcer, ça peut se passer par acte d'avocat, on passe pas devant un juge et c'est les avocats qui rédigent un contrat de divorce. Donc après le contrat de mariage, on a le contrat de divorce.
Et ben, c'est moins cher, ça va plus vite. Explosion des demandes de divorce, malheureusement, car tout le monde divorce. Alors, Hortense, je viens de finir mes partiels de M1. Je passe le barreau en septembre. Là. OK, en septembre 2024. Quand est-ce que je dois m'y mettre? Est-ce que je peux prendre 2 semaines de vacances ou c'est trop? C'est trop. C'est trop. Pas 2 semaines de vacances. Tu prends une bonne semaine, allez, 9 jours, 10 jours, grand, grand max. Parce que là, tu dois en avoir mais vraiment marre pour me dire ça. Donc, prends 10 jours. Mais 10 jours où tu coupes totalement. 2 semaines, c'est trop. Après, il faut s'y mettre, il faut charbonner. Et donc, si on trouve pas sage, on nous aide ou on se fait têche de l'école des avocats. Ah, pardon, j'avais pas compris ta question. Non, une fois que tu as l'école des avocats, tu vas trouver un stage, obligatoirement. Selon vous, Chloé, quel est le meilleur statut pour commencer? Salarié ou collaborateur? Pouvez-vous expliquer les principales différences? Alors, quand tu commences à être avocat, tu peux exercer sous trois statuts, quatre plutôt. Soit tu es avocat euh, associé, ça veut dire qu'on est plusieurs avocats et on a monté notre boîte. Tu peux être avocat collaborateur, donc ça signifie que tu travailles pour un cabinet d'accueil. Tu peux être avocat indépendant à ton compte, donc là tu es tout seul, et tu peux être avocat salarié. Avocat salarié, ça représente 3%, avocat indépendant, 30%, euh, avocat collab, un peu plus de 30%, et avocat associé, 30% aussi, un truc comme ça. Là, ça doit nous faire 100%. Alors, il n'y a pas de meilleur statut pour commencer. En fait, c'est le statut salarié, c'est pas vraiment toi qui décides. Il y a peu de cabinets qui te proposent un statut d'avocat salarié. Il y en a 3%. Donc, tu n'as pas 36 000 options. Soit tu t'installes à ton compte tout seul, soit tu vas être tout seul ou avec un compère, plutôt un confrère, et vous montez votre cabinet. Soit tu vas travailler en tant que collaborateur pour un cabinet d'accueil. Euh, Quand tu es salarié, tu es soumis, le droit du travail s'applique. Et quand tu es avocat collaborateur, c'est les règles de déontologie propres aux avocats qui s'appliquent. Ça va être très, très différent. Est-ce, euh, est-ce que les jurys du grand oral ont accès à notre âge? On m'a dit qu'ils auraient du mal à la donner aux plus jeunes. J'ai obtenu CRFPA à 22 ans. Voilà. Ça se voyait sur ma tête hein, que j'avais 22 ans. Donc ça, c'est pas vrai. Pour le CRFPA 2024, il faut s'y prendre quand? Je finis mes partiels le 16 mai, ça sera trop tard, j'ai une prépa estivale. Bah non. Du coup, non, si t'as une prépa estivale, c'est bon. Moi, dans le cadre de ma prépa, je propose un calendrier, je propose 3 calendriers. Non, pas. Ouais, si, je propose 4 calendriers. Le calendrier, comment te préparer quand t'as 1 an, comment te préparer quand t'as 6 mois, comment te préparer quand t'as 4 mois et comment te préparer quand t'as 2 mois. Tout est possible. Tout est absolument possible. Euh, alors, bonjour, vivant à l'étranger, est-ce que je vais être obligée de déménager en France métropolitaine pour faire le CRFPA? Bah, tout dépend de l'IEJ dans lequel tu t'inscris. Si oui, est-ce que les stages peuvent se faire dans les DOM totalement, pourvu que ce soit la France? Donc, les DOM, c'est bon. Je suis presque à jour. Est-il possible de trouver un emploi étudiant dans le milieu juridique? Oui, c'est difficile, mais oui, il faut montrer que tu en veux, il faut faire une bonne lettre de motivation et puis il faut harceler. Dites pas que je vous ai dit ça. Est-ce que CRFPA, c'est compliqué? Ouais, il y a des choses plus simples dans la vie quand même que CRFPA, mais après, le jeu en vaut la chandelle parce que après, derrière, une fois que tu as le CRFPA, je te garantis que la vie, elle est géniale. Je suis à jour de vos questions. Je suis impressionnée. Je suis impressionnée par mes compétences. Il reste encore 15 minutes, j'avais prévu 1 heure. Voilà. S'il y a d'autres questions qui vous viennent.
Comment découper le programme de révision pour faire un planning? Impossible de te répondre là dans le cadre de ce live, c'est beaucoup trop long. L'organisation du CRFPA, ben, je propose des coachings spéciaux organisation et dans ma prépa aussi, je parle beaucoup de l'organisation. Ça demande énormément de temps. Là, je peux pas te le balancer comme ça. Trop long. Des conseils pour la gestion du stress pour du grand O. Très bonne question, Charlotte. C'est pas que je veux pas y répondre maintenant, c'est que je vais faire un live sur le grand O. Donc celle-là, et parce que cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube et je vais dans la description, je vais mettre chacune des questions et je ferai un live spécial grand O. Si je souhaite être juriste, mais quand même passer le CRFPA, ce sera un réel atout sur mon CV. Ben, plus d'un atout sur ton CV, ça peut doubler ton salaire, le CAPA. Pas le CRFPA, le CAPA. Est-ce vrai qu'être avocat dans le domaine pénal rapporte moins? Ça dépend. Tout dépend. Il y a des domaines qui sont plus rentables que d'autres. Le droit fiscal, c'est plus rentable que le droit pénal. Pour autant, est-ce que tu vas faire un truc que tu n'aimes pas juste pour gagner de l'argent? Non. Est-ce que c'est parce que c'est moins rentable que tu ne gagnes pas d'argent? Non. Si tu es bon, tu vas gagner de l'oseille dans tous les domaines. Il faut pas trop écouter hein, les pia des gens. Est-ce qu'il y a un âge pour devenir avocat? Non, on n'est jamais trop vieux, surtout jamais trop jeune. Je sais pas. Moi, je suis devenue avocat, j'avais 26 ans et j'avais réussi CRFP à 22 ans. Et si j'avais pas reporté d'un an mon entrée à l'école des avocats, j'aurais été avocat à 24 ans. 24 ans, t'es un bébé, tu connais rien de la vie. Il n'y a pas de règle. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des réelles opportunités en droit des étrangers, droit de l'immigration? Ouais, en tant qu'avocat, ouais, 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 il y a pas mal il y a beaucoup, beaucoup de boulot, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a du boulot, c'est rentable. Je suis à jour des questions. Vous m'avez quand même bien travaillé, hein. J'apprécie déjà l'été que je vais passer avec les révisions. Ouais. Mais dis-toi que c'est une fois dans la vie et après, c'est plus jamais tu auras à faire un effort comme ça, il n'y aura plus jamais autant de sacrifices à faire que pour le CRFPA. Voilà. C'est une fois dans la vie, donc faut tout donner. Si on veut exercer en droit des étrangers, quel spé doit-on choisir? Admin. Admin. Je connais pas du tout on me posait question sur le droit français suisse. Je sais pas du tout. En quoi consiste le CAPA? Purée, il y a plein d'épreuves. Il y a des épreuves au rite. Il y a des épreuves écrites et des épreuves orales. Attends, j'ai tout détaillé dans mon livre. Il est où mon livre? Parce que je me rappelle plus. Je l'ai passé, le CAPA. Alors, bouge pas, je vais te dire ça. Alors, l'examen du CRFPA, c'est pas ça qu'on veut. Ok. Le CAPA, une épreuve écrite. Rédaction d'une consultation juridique suivie de l'acte qui correspond. Ah tiens, quand j'ai fait ça, ça a fait ça. Une plaidoirie portant sur un dossier au choix, droit civil, droit pénal, commercial, social, administratif ou communautaire. Une épreuve orale portant sur le statut et la déontologie des avocats. Une épreuve orale de langue étrangère, encore. La soutenance des rapports de stage. Une note de contrôle continu. Tout ça, c'est le CAPA. Sans faire un planning concrètement, il vaut mieux découper par chapitre, par gros thème pour le CRFPA. Moi, je dirais plutôt par gros thème. Tu découpes tes parties, pas tes parties, tes matières en thèmes et ensuite tu viens intégrer tes thèmes dans ton planning. Ça a l'air encore plus dur que le CRFPA. Non, ça l'est pas. Rien n'est plus dur que le CRFPA.
Après, le CAPA, c'est pas finger non plus, mais c'est bien plus finger que le CRFPA. Si on n'obtient pas le CAPA, comment ça se passe? On redouble, on recommence tout le tralala. Ouais, ouais, donc faut l'avoir. L'épreuve dans les langues étrangères est-elle compliquée? Bah pour moi, non, ça n'avait pas été compliqué parce que si vous voulez, on a un niveau tellement bidon, on va se dire les choses, on a un niveau tellement bidon en langue étrangère, les Français, que les examens sont adaptés à notre niveau. Et encore une fois, là, si tu veux, le CRFP passe en septembre, donc d'ici septembre, là, tu as le temps de commencer des séries. Des films en anglais. Il y a plein de très bons films, très séries et de séries en anglais qui concernent tous les thèmes ben, juridiques, Suits, Murder. Et moi, j'aime bien aussi, je préfère les films que les séries. Il y a plein de films. Et tout en anglais, tout en anglais. Moi, je suis bilingue, totalement bilingue de l'anglais. Je parle mieux anglais qu'espagnol alors que je vis à Barcelone. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je stresse énormément à l'oral, mais quand je me lance, ça va. Tu penses que la profession d'avocat me correspond quand même totalement. Totalement, si tu veux. J'avais vu une interview de ténors du barreau qui a expliqué que même euh, avant chacune de leurs plaidoiries, ils ont le trac pour chacune de leurs plaidoiries. Et après, une fois que tu te lances, ça va, parce qu'on est tous des diesels. C'est possible d'être avocat si on est anxieux. Je rigole. Je- Franchement, pour être avocat, il faut avoir le cœur bien accroché. Après, je vous dis des vérités, je ne vais pas vous dire, ah non, 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 faut être solide, c'est un monde de requins. Être anxieux, avocat ou pas, c'est terrible. Et l'anxiété, on peut tous faire quelque chose pour combattre l'anxiété. Faut faire du dev perso. Euh, Alors, Chloé, comment se spécialiser dans des compétences niches en droit international et être reconnu dans la profession quand peu de masters proposent les spécialisations visées? Et ben, c'est parce qu'en fait, vous croyez qu'on apprend tout à l'école, alors que pour les niches, justement, il y a tellement droit militaire, droit de sécurité de la défense. Il y a aussi, l'autre jour, j'ai vu passer droit du vin, alors droit des affaires du monde rural et viticole. Tu vois, par exemple. euh, Il y a aussi le droit des œuvres d'art. Il y a plein de choses et tout ça, en fait, il y a une multitude de droits qui existent et dont on ne soupçonne même pas l'existence. Tu pourras pas connaître l'existence de ce machin grâce à un master. En fait, c'est dans la vie, c'est dans la pratique, c'est le hasard qui fait que tu vas tomber dans ce cabinet qui va faire ça et tu vas dire, ah, mais en fait, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est trop bien, c'est trop génial, tu vois. Il faut avoir l'esprit ouvert. De rien, Chloé. Ah là là, je suis à jour, ça fait plaisir. Coucou. Je sais pas si vous me faites coucou, si dès que vous vous connectez, ça me fait coucou. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de coucou. Tu avais de bons résultats en master? Ouais, ouais, j'avais des bonnes notes en master. Je crois que j'avais eu 13,5 de moyenne en M1 droit des AF. Bon, après, c'était à Grenoble, hein, le niveau, c'est pas non plus, c'est pas un truc de ouf, hein. Mais bon, quand même. Quand même. Est-ce que 13,5 de moyenne en L1, L2, c'est bien? Oui, c'est bien. Comment se spécialiser plus que ce qu'on a vu à la fac en pratique? C'est que en pratique que tu vas pouvoir te spécialiser. Et c'est pourquoi en pratique? Parce que c'est comme pour les consultations juridiques et apprendre ses cours et dégager ce qui est important. En fait, ce qui est important, c'est important parce que ça va t'aider à résoudre des cas de la vie réelle. Et il n'y a qu'avec les cas de la vie réelle que tu vas devoir bah, peaufiner tes connaissances et aller vers des choses intéressantes que tu vas pouvoir utiliser. Et tout ça, c'est qu'en pratique que tu vas pouvoir le faire. Donc, il faut de la patience. Avez-vous été passionné dès le début par le métier d'avocat pour passer l'examen? Total. Total. Moi, je voulais être avocat depuis que j'avais 14-15 ans. Euh,
Et peut-être, ça remonte peut-être à avant parce que j'ai toujours voulu combattre les injustices, ça me rendait complètement dingue et je voulais défendre les gens. Donc, j'étais vraiment en phase avec moi-même, quoi. Je réponds à vos dernières questions. J'ai très mal à la gorge et je suis desséchée. Il reste 5 minutes. Si vous avez des dernières questions, sinon, bah, on se fait juste des gros bisous. On se fait juste des gros bisous. Si on a fait le tour de pas mal de choses. Comment as-tu vécu tes débuts d'avocat? Très bonne question. C'était à la fois génial et à la fois très difficile. Génial pourquoi? Parce que c'est la libération. Tu as atteint un putain d'objectif, ça y est, t'es avocat. Maître Mendoza, t'as ta robe, t'as ton bureau. Ça, c'est génial. En revanche, les 3 premières années d'avocat sont très difficiles parce que tout est nouveau, tu ne sais rien faire, tu te poses des questions tous les jours parce que tous les jours tu vas rencontrer quelque chose que tu n'avais pas vu avant et qui est nouveau. Bon, on va dire, c'est pas déplaisant, ça fait partie du job parce que quand on est avocat, on apprend tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au début, moi, les 3 premières années, elles sont difficiles. Après, c'est génial, hein, ça n'a rien à voir. Attendez, hein, ça n'a rien à voir avec la difficulté des études de droit. C'est pas ce que je dis, mais et ça, on est tous du même avis, hein. En gros, tu mets bien 3 ans pour commencer à être à l'aise. Merci à vous de m'avoir écouté. Alors, bonne question. Tu es quand même bien supervisé au début de la profession ou bof bof en général? Tout dépend. Déjà, si tu veux t'installer directement à ton compte en sortant de l'école des avocats, c'est tout à fait possible. Sauf que du coup, tu ne seras pas supervisé parce que tu n'auras pas de cabinet d'accueil qui pourra, bah, enfin, qui aura pour objet de t'accompagner vraiment et t'aider dans ce que tu fais. En revanche, tu vas pas t'installer tout seul dans ton bureau. Tu vas choisir des locaux avec d'autres confrères et c'est ces confrères-là qui vont pouvoir t'aider. Et c'est pour ça qu'il faudra bien choisir où est-ce que tu installes ton cabinet. Et si tu es avocat, pardon, collaborateur, tu vas travailler dans un cabinet d'accueil. Comment tu vas être supervisé? Bah, tout dépend de ton cabinet d'accueil. Mais normalement, dans ton cabinet d'accueil, tu vas apprendre des choses. Si c'est pas eux qui te l'apprennent, tu vas apprendre les choses par la force des choses. Je me comprends, on se comprend, vous comprendrez. Désolée pour tous ceux qui rejoignent la vidéo maintenant, mais c'est la fin de ce live. Ah non, j'ai une dernière question, pardon. Est-il vrai qu'il est possible d'être avocat après plusieurs années dans le monde juridique? 8 ans, je crois, effectivement. C'est une passerelle qui permet de devenir avocat dès lors qu'on démontre avoir une expérience de 8 ans dans un domaine juridique. Et ensuite, c'est un oral que vous avez à passer, c'est un oral de déontologie que vous avez à passer devant tous les membres du Conseil de l'ordre du barreau dans lequel vous voulez vous inscrire. C'est chaud, c'est faisable, mais c'est chaud. C'était la dernière question à laquelle j'ai répondu. Merci à tous de m'avoir écouté. Le live, il est enregistré et je vais le monter, je vais faire un petit montage et il sera disponible sur YouTube. Et je mettrai en description toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Comme ça, vous pourrez bah, naviguer facilement dans la vidéo pour retrouver facilement les réponses aux questions qui vous intéressent. Sinon, vous vous abonnez à mon TikTok si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait, vous m'achetez tous les produits possibles et inimaginables si ce n'est pas déjà fait. Non, c'est pas vrai, je déconne. Mais je propose plein de choses pour les étudiants, des fiches du coaching, une prépa CRFPA à petit prix à 400 euros. Tout ça, c'est sur lesallo.fr. Je vous laisse aller vous balader. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser par DM. Si j'ai le temps d'y répondre, j'y répondrai. Je ferai un prochain live sur le grand oral la prochaine fois. Gros bisous, passez une très bonne soirée. À bientôt.